événements aujourd'hui dans le monde arabe, de quel œil voyez-vous ces événements? Alors écoutez, on est très heureux de ce qui s'est passé hier en Égypte avec la destitution de Moubarak. Et on voit que maintenant, il y a une prise de conscience populaire qui est tout à fait importante. Le peuple a compris que s'il veut, il peut. Et donc, ce mouvement inquiète, bien entendu, tous ceux qui sont hostiles à un éveil de la communauté musulmane en tant que telle. Mais si l'on respecte les droits humains et les principes même de la démocratie, eh bien, il faut aller dans le même sens et renforcer ce mouvement pour libérer les peuples de toute forme de tyrannie. Cette tyrannie, elle a contenté ceux qui, dans une perspective géostratégique, défendaient l'extension de l'État d'Israël en tant que tel, parce que les dictatures permettaient cette extension. Avec la colère des peuples, il en ira autrement, certainement. Alors, on a l'impression que c'est un peu trop facile. Peut-on croire à ces révolutions? N'y a-t-il pas un plan B? Parce qu'on voit que ces dictateurs sont quand même assez âgés. Est-ce qu'il n'y aurait pas un plan B pour mettre plus passivement d'autres dictateurs? Alors, si on observe les faits tant en Tunisie qu'en Égypte, je ne pense pas que cela soit le résultat, ou le résultat donc d'un plan quelconque. Donc tout le monde est dépassé par ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé et se passe actuellement en Égypte. Et donc on peut dire que vraiment il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Simplement, il faut être extrêmement prudent parce que dans cette phase de transition, le risque du coup d'État militaire et puis du fait de détourner ces révolutions est bien là, bien présent. Ben justement, comment peut-on expliquer que Ben Ali soit parti très vite et que Moubarak ait mis beaucoup plus de temps? Est-ce qu'il y avait un plan pour pouvoir prendre du temps et préparer la démission de Moubarak? Certainement, on sait que le dictateur Moubarak était un pion de l'axe américano-sioniste dans la région et que finalement c'était une marionnette. Et la question est très délicate en Égypte puisqu'il y a une frontière en commun avec la Palestine, avec Gaza. Et donc Israël se sent menacé par la démocratie, ce qui est quand même un paradoxe puisqu'on a vu Israël, les dirigeants de cet État de façon constante se vanter d'être la seule démocratie dans la région. Et puis la réalité, c'est que à présent, on voit émerger des démocraties entre guillemets dans le monde musulman et cela inquiète. Cela signifie que l'absolutisme était en fait la solution pour permettre l'extension de l'État sioniste, alors que la démocratie représente un danger. C'est quand même assez paradoxal. Et donc, il faut maîtriser ce qui se passe en Égypte, tout le lien avec les militaires, la présence des militaires est différente. On a une situation qui se distingue de la Tunisie à ce niveau-là, du fait que les militaires sont subventionnés par les États-Unis, qu'ils dépendent de cette mainmise, de cette tutelle étrangère, mais il semble qu'ils aient compris que le peuple ne va pas s'arrêter là, qu'il continuera à manifester s'il le faut à nouveau pour obtenir une chose qui est toute simple finalement, c'est le respect de la volonté populaire et l'engagement dans une réforme complète de ce système en écartant toutes les formes de corruption et en revenant à plus de dignité humaine. Alors on voit que la politique européenne, donc européenne et américaine, ils font une réelle obsession sur les frères musulmans. Alors quel est ce danger que représenteraient pour eux les frères musulmans s'ils montraient au pouvoir? Alors la question est que finalement les sionistes se sont toujours servis des dictatures contre le mouvement des frères musulmans pour empêcher toute forme de résistance en Palestine. Et donc, à ce niveau-là, les frères musulmans représentent un danger. Aussi, on considère que le retour à l'idée d'un État islamique qui serait une sorte de dictature religieuse constituerait une menace. Mais, en réalité, si l'on comprend la doctrine des frères, qui n'est autre que celle de l'islam en tant que tel, il n'est pas question
de remplacer une dictature par une autre. Le docteur Mohamed Badi a fait des déclarations de façon constante pour dire que les frères ne désiraient pas prendre le pouvoir, ni occuper de hauts postes, ni prendre même la majorité au Parlement égyptien. Ce qu'ils veulent, c'est participer à cet effort collectif de toute une population, avec ses musulmans, avec ses chrétiens, avec toutes ces composantes qui se sont unies contre la dictature et la tyrannie en tant que telle. Alors, si, admettons bien, s'il y aurait un gouvernement musulman, quelle menace représenterait-il réellement pour l'Occident et pour l'Amérique ? Alors, simplement aujourd'hui, ces révolutions arabes préfigurent le déclin de l'hégémonie occidentale. Vous savez que l'Occident a toujours dominé cette région d'une façon ou d'une autre dans l'histoire, à travers les croisades, à travers la période colonialiste. Aujourd'hui, dans certains pays arabes, par une domination militaire ou financière. Et donc, l'Occident aura beaucoup de mal à se départir de cela, à abandonner cette forme de domination dans la région, parce qu'il considère que les alliances qui pourraient s'en suivre entre les pays musulmans, des pays libérés, pourraient constituer un danger. Mais la réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui engager un dialogue de civilisation et comprendre qu'un État islamique, quel qu'il soit, par exemple en Égypte, ne va pas représenter une menace, mais au contraire, une chance pour les peuples, pour ce débat de civilisation. On peut se référer au modèle turc, notamment, pour montrer qu'on peut concilier les exigences de la modernité avec les valeurs traditionnelles qui sont celles des peuples musulmans. On peut aller de l'avant. Malheureusement, l'axe américano-sioniste n'est pas dans cette logique du dialogue de civilisation, mais plutôt de l'ingérence, de la domination, de la guerre, qui justifie une présence militaire constante. Et c'est cela qui pose le réel problème. Alors, beaucoup de gens disent que les peuples arabes ne sont pas encore prêts pour une démocratie. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Après 30 ans de dictature, est-ce qu'il est facile de venir du jour au lendemain et d'installer comme ça une démocratie? Alors, ceux qui disent que les peuples arabes ne sont pas prêts pour une démocratie, qu'est-ce qu'ils proposent en réalité? Remplacer une dictature par une autre, poser à la tête des pays arabes des marionnettes qui vont faire la volonté des puissances occidentales. Qu'est-ce que l'on veut en réalité? Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule issue, qu'une seule voie possible, c'est de rendre au peuple sa dignité, de respecter cette volonté populaire qui s'est exprimée brillamment. Il faut relever le courage de ces populations en Tunisie, en Égypte, qui se sont présentées les mains nues contre un régime policier. Certains sont morts en martyrs. Et en fait, il faut s'y relever, ça on peut le dire au passage, le courage des journalistes occidentaux qui sont allés près du peuple pour témoigner. Certains ont été molestés, humiliés, emprisonnés. Et leur présence a certainement permis de mettre un terme ou de diminuer la répression infâme de gens armés contre des populations civiles qui manifestaient de façon pacifique. Alors on va poser une petite question personnelle. On a l'impression qu'on vous pousse toujours à vous justifier parce que vous êtes le petit-fils de Hassan el-Banna. Alors est-ce que ça vous pèse sur les épaules, cette justification dans laquelle on vous met tout le temps, ou est-ce que c'est plutôt une fierté, vous n'avez rien à justifier? Alors non seulement je n'ai rien à justifier, mais en ce qui me concerne, je suis fier, c'est un honneur pour moi d'être le petit-fils de cet homme qui s'est engagé avec beaucoup de sincérité et dont tout le message a consisté à dire que le plus important pour l'être humain, c'est la soumission à Dieu, le fait de tendre vers son Créateur, d'aimer de tout son cœur son Créateur, et puis de se tourner vers les hommes et d'essayer d'établir entre les hommes une fraternité humaine qui permet un vivre ensemble et qui justement va dans le sens d'une harmonie en fonction de ces valeurs essentielles que nous donne la révélation, le Coran et la Sunna. Donc si les gens connaissaient Hassan el-Banna, ils ne pourraient que l'aimer.